France Maghreb 2. LGF, le grand forum, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, en pleine forme en ce jeudi 21 décembre, ça sent comme un parfum de vacances là qui approche à grands pas pour beaucoup d'entre vous évidemment, avec ces fêtes de fin d'année que nous allons passer ensemble, le grand forum reste là en tout cas pendant ces vacances pour vous accompagner avec nos différents intervenants. Aujourd'hui Nadia Lazouni sera avec nous d'ici quelques minutes sur France Maghreb 2 pour nous livrer notamment ses commentaires sur l'actualité, avec vous aussi au 01 40 33 9000 ainsi que son avis tranché tout à l'heure et son coup de cœur. Voilà le programme, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, soyez les bienvenus, c'est parti pour votre LGF, donc voici le programme pour aujourd'hui. Le grand forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum, Netanyahou a pu constater cette semaine combien l'influence américaine était limitée à travers le monde. Depuis l'ère Trump, la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël, une victoire sans lendemain, je tenterai de vous expliquer tout à l'heure. Le nombre d'étrangers résidant au Maroc a atteint 84 001 habitants, soit une proportion de 0,25% de l'ensemble de la population marocaine selon une note du Haut Commissariat au plan rendu public à l'occasion de la journée internationale des migrants, les Français et les Sénégalais majoritaires parmi les étrangers résidant au Maroc. France, alors qu'un nouveau projet de loi sur l'immigration se prépare, une députée de la République En Marche a interpellé le ministre de l'Intérieur sur une choix de politique migratoire très dure. Le gouvernement critiqué par sa majorité, revirement de la députée. La question LGF du jour, on serait dans un pays scandinave. Édouard Philippe devrait démissionner. Les politiques doivent-ils se serrer la ceinture à ce point selon vous? Vous répondez sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. Et sans oublier bien sûr en fin d'émission Libertad, vous pourrez vous exprimer en toute liberté au 01 40 33 9000. Le LGF sur France Maghreb 2 jusque 18h avec aujourd'hui Nadia Lazouni qui est avec nous sur France Maghreb 2 dans cette émission le LGF. Nadia, oui. J'ai oublié de te demander ton programme pour aujourd'hui, ton avis tranché, ton coup de cœur. Alors pour le programme, pour l'avis tranché pardon, j'ai écrit un petit texte sur les 350 000 euros. L'avion, le braquage. Cher, hein. J'appelle ça un braquage, un hold-up. Ah oui, carrément. Ah oui, j'appelle ça un braquage de 350 000 euros pour mettre à l'aise notre cher petit Premier ministre, aka Louis XIV, comme je l'appelle. Et puis, pour le coup de cœur, je vais vous parler d'une artiste, créatrice, qui a lancé une collection de bijoux artisanaux, tout est fait main. Voilà, j'en dirai un peu plus tout à l'heure. Effectivement, tout à l'heure. Et je précise que l'avis tranché sera en direct sur Facebook France Maghreb 2 en live. Vous pourrez ainsi voir Nadia, bien sûr. Et apprécier ses propos et non pas le reste. C'est ça. Je précise. Toutes fins utiles. La question du jour, je vous la rappelle, si nous étions dans un pays scandinave, Édouard Philippe devrait démissionner. Est-ce qu'il faut demander aux politiques de se serrer la ceinture de la sorte? Vous répondez oui ou non sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter. Et vous êtes en grande majorité à répondre oui, que les politiques doivent se serrer la ceinture de la sorte, à l'image donc de ce qui peut se faire dans les pays scandinaves. Vous savez que pour une facture de 10 euros, un ministre démissionne dans les pays scandinaves. Et on est bien loin évidemment de ce qui se passe en France. Donc vous êtes majoritairement donc à répondre oui, 92% sur Twitter à répondre oui, 89% de oui sur Facebook. Vous continuez en tout cas à nous donner votre avis puisqu'il nous intéresse, aussi en nous appelant au 01 40 33 9000. Alors est-ce qu'on n'en fait pas peut-être un peu trop? Est-ce que c'est une réelle polémique? Est-ce qu'elle va continuer, perdurer? Vous nous dites un petit peu ce que vous en pensez parce que c'est intéressant. J'allais dire que cette polémique tombe plutôt bien pour le Premier ministre qui d'ailleurs assume, il a dit à vouloir assumer hier, et parce que il y a les fêtes de fin d'année, il y a les vacances, etc. Donc ça va vite partir aux oubliés absents, sauf que quand même les gens dans l'ensemble et en général ont une mémoire et sauront lui rappeler au temps utile. Alors, en tout cas Nadia, est-ce que les politiques selon toi doivent se serrer la ceinture à l'image de ce que l'on peut voir, constater dans les pays scandinaves? Est-ce qu'il faut qu'on en arrive là? Ah bien sûr. Mais c'est même plus se serrer la ceinture. C'est juste une question de bon sens et de respect à donner aux Françaises et aux Français. Qui les ont hissés à ces postes-là. Donc c'est pas se serrer la ceinture que de dire à un Premier ministre non, tu vas voyager avec ta délégation dans un avion militaire. C'est pas ça du sacrifice, c'est du bon sens. Bon, Méziane qui nous appelle au 01 40 33 9000. Méziane, est-ce que les politiques doivent se serrer la ceinture? Bonjour à tous, bonjour Nadia, bonjour Christophe. Bonjour Méziane.
Disons que c'est pas qu'ils doivent se serrer la ceinture, c'est qu'ils doivent arrêter de nous la serrer à nous d'abord. Ils ont qu'à mettre des bretelles. Ils ont qu'à mettre des bretelles déjà. Ouais. Commencer. Ouais. Non, mais je crois qu'Édouard Ier là, voilà, il s'est pris pour un roi. D'ailleurs, c'est pas le premier, hein, parce que Manuel Valls et d'autres, hein, j'ai pas retenu les noms, mais pareil qu'il y en avait un qui se faisait livrer des cigares à je ne sais pas combien, l'autre qui se faisait tirer les chaussures à je sais pas combien. En fin de compte, c'est une monarchie qui date pas d'aujourd'hui. C'est pas Édouard Philippe le premier, hein, même si on l'appelle Édouard Ier. Mais il y avait d'autres avant lui. Et je crois que s'ils ont cherché ces places-là, c'est pas par hasard aussi. Hein, c'est pas une vocation. C'est la recherche de privilèges. Je crois qu'il est temps de refaire une constitution, comme l'avait proposé Mélenchon, nouvelle constitution. Ouais, la 6e République. Absolument. Et moi, quand tout le monde se foutait de la gueule de Mélenchon, bon, bien sûr, personne n'est parfait, on n'est que des humains. Mais je crois qu'il a le mérite, au moins, de mettre les pieds dans le plat, que les autres sont un peu dans la convenance. Il suffit de voir comment il s'appelle Thierry Solers avec l'ancien Premier ministre, Urgoise ou Urvois, je sais pas comment. Ils se renvoient les balles entre politique socialiste et droite, et puis enfin, c'est copains et coquins, comme disait quelqu'un. Et je crois que la 6e constitution peut-être remettrait de l'ordre, et Mélenchon, c'est le premier à le demander. Et moi, je le soutiens. Merci, Méziane, on a bien compris, en tout cas. On a écouté d'ailleurs Mélenchon parlant du communautarisme agressif du CRIF. C'était sur Europe 1 dimanche dernier. Tu l'as pas écouté? J'ai loupé ça, moi. Ouais. T'as loupé ça? J'ai loupé ça. Attends, je vais essayer de te le retrouver parce que c'est quand même un truc de fou. Hein. Ouais, c'est. On l'a fait écouter hier sur France Maghreb 2. En tout cas, vous pouvez continuer à nous appeler, bien sûr, au 01 40 33 9000 pour nous donner donc votre avis sur le sujet. Bien sûr, sur le fait que, eh bien, est-ce que Édouard Philippe, au travers de la polémique qui est née de Édouard Philippe, est-ce que les politiques doivent se serrer la ceinture à l'image de ce que l'on peut voir dans les pays scandinaves? Eh bien, vous nous donnez votre avis, bien sûr, sur France Maghreb 2. Hop, je cherche le petit truc de Mélenchon à faire écouter à Nadia. Et en attendant, je peux faire encore un petit commentaire, non? Bien sûr. Ce qui est quand même assez tragique, c'est que on se souvient de la campagne présidentielle où Monsieur Poutou avait mis le doigt justement sur ce qu'il appelle la corruption, les privilèges, et il a appelé à la moralisation. Il n'était pas le seul, la moralisation de la vie politique. Et puis bon, une fois de plus, c'est un débat qui n'a pas été suivi d'effets, qui n'a pas été suivi d'action, alors que Monsieur Macron démarre à peine son mandat. On va dire que c'est un très 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 mauvais départ. Ouais. Ouais, bah oui. Ouais. En tout cas, Macron qui avait dit dimanche dernier lors de son interview que s'il avait commis des erreurs, il tenterait de les réparer. Le Premier ministre est plutôt sur une autre ligne, lui, en disant voilà, je fais des erreurs peut-être, mais je les assume. Voilà. Donc c'est un petit peu comme ça qu'il faut voir les choses. En tout cas, du côté des politiques. Bon, hop, je pense que je devrais pas tarder de le trouver. Pour ce qui est donc de Mélenchon, parce qu'il y a plein de trucs dans mon ordinateur. Hein, voilà, c'est pour expliquer aux auditeurs qui nous écoutent. Bien sûr, 01 40 33 9000. On va peut-être prendre un auditeur en attendant. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir Christophe. Bonsoir. Bonsoir. Fatima. Bonsoir Fatima. Voilà. Je suis à l'antenne là. Vous êtes à l'antenne, ma chère Fatima. Alors, dites-moi. Très bien, mon cher Christophe. Alors, répondez-nous à cette question-là. Moi, ce n'est pas qu'il doit démissionner. Il devrait même pas être là. Parce que si on avait les gens qui avaient voté, Macron savait qu'il allait mettre un tel croque-mort du LR, il aurait dû voter pour Fillon. Donc, les Français n'ont pas voté pour LR. Ils ont voté pour Macron. Qu'est-ce qu'il leur a fait? Il leur a fait, comme on dit, une grossesse utérine, ou je sais pas comment ça s'appelle. Et donc, il devrait même pas être là. Quant au billet d'avion, pendant qu'il prenait son billet d'avion, je sais pas combien, ou l'avion à combien, eh ben, ils ont envoyé à tous les gens du RSA, des gens qui étaient précaires, on les a aidés à payer leur électricité. Et donc, à partir du 1er janvier, cette aide a été arrêtée. Donc ils ont envoyé, c'est une dame qui m'a montré sa lettre, comme quoi que la réduction électricité, à partir du 1er janvier, elle ne va plus exister. Et donc moi je dis bravo, et comme disent les anarchistes, voter c'est choisir son maître. Et ben dorénavant,
c'est pas la peine de voter. Je vous remercie, Christophe. Merci Fatima. Bon, 01 40 33 9000, vous continuez évidemment de nous donner votre différentes réactions. On en reparlera évidemment au cours de cette émission et surtout après l'avis tranché de Nadia Lazouni, et je vous invite à l'écouter parce que vous pourrez nous dire juste après si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec elle, si vous partagez ou non son avis tout à l'heure en appelant juste derrière l'avis tranché de Nadia Lazouni. Cependant, on va attaquer notre premier thème de l'après-midi, mais avant, je voulais vous parler de cette réunion de l'Assemblée Générale de l'ONU ce soir à New York. Tous les États membres sont appelés à se prononcer sur une nouvelle résolution qui condamne la récente reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël par les États-Unis. Une fois le vote pourrait peut-être donc créer un nouvel isolement du pays donc dans ce dossier. Les États-Unis, le président américain en a bien conscience et brandit la menace d'ailleurs de Donald Trump, laisse entendre que Washington pourrait mettre un terme à ses aides financières au pays qui soutiendrait le texte. Menace rejetée par les Palestiniens qui sont eux engagés dans un bras de fer avec les États-Unis depuis la déclaration du président Trump. Face aux menaces américaines, l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, rétorque que l'extorsion est le moyen le plus efficace pour les États-Unis de s'isoler un peu plus et d'affaiblir leur influence et leur position sur la scène internationale. Le principal organe dirigeant palestinien qui affirme qu'il ne se laissera pas décourager ni intimider. Il s'attend à ce que, malgré ces nombreuses pressions de Washington, une immense majorité des États membres de l'ONU soutiennent cette résolution. Depuis 2 semaines, la direction palestinienne multiplie les gestes de défi à l'égard de l'administration Trump. Elle a tout d'abord refusé, sachez-le, de recevoir à Bethléem le vice-président Mike Pence qui a finalement reporté son voyage. Elle ne veut plus non plus rencontrer le représentant spécial des États-Unis Jason Kembeck actuellement dans la région, et en assurant que les principes, la morale et la légalité ne sont pas à vendre, elle laisse entendre qu'elle est prête à perdre les financements américains. Les États-Unis sont pourtant l'un des principaux bailleurs de fonds de l'autorité palestinienne. Mais l'OLP pourra-t-elle rester longtemps inflexible? Cela dépendra notamment du soutien, c'est là qu'il faut être très vigilant, dont elle bénéficiera de la part de l'Arabie Saoudite, puissant allié régional des États-Unis. Et le président palestinien Mahmoud Abbas se trouvait justement à Riyad hier. Donc voilà, il va falloir suivre ce vote très intéressant ce soir donc à New York, savoir si combien de pays vont soutenir évidemment. Alors je vous donnerai un petit peu mon avis sur le sujet dans un instant, vous le partagez ou pas, vous me direz. En tout cas Nadia, sur depuis que Trump a annoncé effectivement cette proposition, cette envie en tout cas de transférer l'ambassade américaine à donc Jérusalem, ainsi rendant la capitale de Jérusalem à Israël, tu vois que les pays arabes peinent quand même à réagir. Les pays musulmans sont encore une fois malheureusement absents. Oui, ils sont absents et ça va certainement s'expliquer aussi par leur manque d'indépendance finalement dans leur politique. C'est parce qu'ils ont effectivement des intérêts de grands intérêts avec la grande puissance qu'est les États-Unis. Il faut aussi le dire, hein, malheureusement, les pays arabes aussi commercent, ont des grands intérêts aussi avec Israël. Et puis la menace, je pense, d'une riposte, déjà la première, celle de sucrer l'aide qui leur est apportée par les États-Unis ou d'autres organisations internationales, où les États-Unis a un pouvoir de pression énorme aussi. Je pense les rend frileux à se prononcer et à affirmer leur totale désapprobation quant à la décision de Trump finalement de changer de mettre punaise, je vais y arriver, hein, de mettre l'ambassade américaine donc à Jérusalem. Alors je vais tenter de vous expliquer dans un instant ce pourquoi finalement cette décision de Trump c'est pas vraiment un truc qui va changer les choses. Clair, ça n'engage que lui. Ça n'engage que lui. Tout à fait. Et d'ailleurs, Netanyahou, c'est ce que je vais tenter d'expliquer, avait l'envie en tout cas, et profitant de cette déclaration de Trump, avait peut-être envie de passer cette action à une dimension beaucoup plus importante en Israël. Et on voit que les Israéliens eux-mêmes n'ont pas réagi de la sorte et n'ont pas été, j'allais dire, au rendez-vous des attentes de Netanyahou. J'ai retrouvé Mélenchon. Hey. Alors Mélenchon, c'était sur Europe 1 dimanche matin, lorsque le journaliste lui pose une question sur le Moyen-Orient. Bien sûr, écoutez la réponse de Mélenchon. Que pensez-vous, Jean-Luc Mélenchon, de la position exprimée par le CRIF
en France, demandant à l'État français de suivre finalement la décision de Donald Trump en reconnaissant Jérusalem comme la capitale de l'État d'Israël. Bah, écoutez, moi déjà, vous interrogez pas, enfin, si vous interrogez la bonne personne, je suis hostile à tous les communautarismes. Celui du CRIF est particulièrement agressif parce que non seulement il a des prétentions communautaristes que je ne supporte pas, que ce soit pour le CRIF ou n'importe quelle autre communauté. Alors, je mais en plus, c'est le Conseil représentatif des institutions juives de France. Tu parles Conseil représentatif de quoi? De rien du tout, et des institutions qui n'existent pas. Sur la c'est une association communautaire qui en plus manie un rayon paralysant. Dès que quelqu'un ose dire quelque chose qui lui plaît pas, pouf, vous voilà repeint en antisémite, et on dit, vous n'êtes pas invité au dîner, mais je m'en fous, moi j'ai pas envie d'y aller. Donc on met les choses à leur place. Je pense que tous les Français, quelle que soit leur religion et leur culture, doivent épouser le point de vue de la patrie sur ce sujet. La condition pour que nous vivions bien ensemble, c'est de ne pas importer les conflits qui arrivent de l'extérieur. Enfin, ici, c'est la Seine, c'est pas le Jourdain. Bon, donc on n'a aucune raison de se taper dessus pour une histoire qui est déjà assez embrouillée comme ça. Et deuxièmement... Mais ça vaut pour tout le monde, hein, évidemment, ce que vous dites. Évidemment que ça vaut pour tout le monde. Évidemment que ça vaut pour tout le monde. Ici, c'est la France, je le dis à tout le monde. Et donc, nous devons aider notre pays à avancer dans la voie qu'il a choisie, c'est-à-dire la création de deux États, la paix, le respect mutuel. Voilà, ça c'est des. Alors je sais, ça peut paraître angélique, hein, mais je m'en fous. C'est un chemin de crête, mais c'est le chemin des Français. Voilà, Jean-Luc Mélenchon. Bravo. Rien à rajouter? Ouais, non, mais c'est courageux. Non, il a tout dit. Donc nous, on nous accuse finalement d'importer le conflit israélo-palestinien, et effectivement, il met le doigt dessus. Hein, c'est des politiques qui le font. Et puis, bon, enfin là, pour le coup, il parlait du CRIF, mais ce qui est terrible avec le CRIF, en plus, c'est qu'ils prennent en otage la voix des Juifs et des Juifs français. Oui. Je pense qu'ils sont beaucoup plus nombreux à vouloir un processus de paix, beaucoup plus nombreux à s'opposer à des décisions comme ça qui pourraient déclencher des guerres comme celle de Trump. Il a des approuves, mais ils sont, voilà, comme je le disais, pris en otage. Mais on aimerait bien les entendre, ces voix juives, se désolidariser finalement de cette institution, comme on enjoint d'autres communautés à se désolidariser de décisions qui causent des troubles et des tensions, des troubles à l'ordre public français, hein, ça trouble l'ordre public français. Alors je vais me lancer moi aussi dans un avis tranché, pour le coup, sur la situation, pour essayer de montrer que finalement cette décision de Trump n'engage que lui, et que surtout elle va peut-être l'isoler encore un peu plus. Oui, tout à fait. Alors que Donald Trump donc reconnaissait Jérusalem comme capitale d'Israël, Netanyahou préparait à vivre son pays, à vivre un moment historique, mais le résultat n'a pas été aussi spectaculaire que prévu. Je m'explique. La semaine dernière, la date de l'allocution du président Trump sur la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël a été retenue pour qu'elle produise un effet maximum sur l'opinion israélienne. Donald Trump a pris la parole à 20h, heure de Jérusalem, 13h, heure de Washington, un horaire original pour prononcer ainsi un discours qui se voulait historique, à une heure de grande écoute, au moment où débutent justement les journaux télévisés du soir sur la télé israélienne. Le texte d'ailleurs de l'allocution a même d'ailleurs été envoyé, transmis à la chaîne à l'avance, afin qu'elle puisse préparer la traduction et sous-titres en hébreu. Les journalistes israéliens étaient unanimes pour dire que le discours de Trump resterait dans les annales. Même la gauche a admis qu'elle avait pris plaisir à entendre le président américain évoquer en des termes aussi élogieux l'attachement des Juifs à leur capitale depuis 3000 ans. Le Premier ministre israélien a voulu, lui, donner à l'événement une dimension cérémoniale. Netanyahou a ainsi présenté la déclaration de Trump comme l'un des événements les plus importants de l'histoire juive moderne, au même titre que la déclaration Balfour, l'indépendance d'Israël en 48 et l'occupation de Jérusalem en 67. La ministre de la Culture israélienne a décrété que le nom de Trump serait gravé à jamais sur les pierres de Jérusalem et du mur des lamentations. Toutefois, malgré l'accueil chaleureux que la communauté juive a réservé au discours de Trump, aucune scène de joie a été constatée en Israël, ni même à Jérusalem. La plupart des Israéliens étaient heureux, semble-t-il, de constater que le président américain avait clairement pris position de leur côté, mais ils ne parvenaient pas, pour autant, à voir dans quelle mesure cette décision aurait un impact sur leur quotidien. On enseigne aux Israéliens, vous le savez, depuis le berceau, que Jérusalem est leur capitale. Malgré toute cette portée symbolique, l'allocution du président américain n'apportait donc rien de nouveau.
au fil des jours, il devenait de plus en plus évident que les mots de Donald Trump, même sur le plan politique, avaient eu moins d'impact que la droite israélienne avait voulu l'imaginer. Cette dernière, qui voyait dans cette déclaration de reconnaissance de l'annexion de Jérusalem-Est par Israël, avait ignoré dans un premier temps, délibérément ou non, la précision de Trump, spécifiant que la délimitation des frontières serait décidée à l'occasion de négociations ultérieures. Retenez bien. Aujourd'hui, à la scène internationale, apparaît encore moins favorable à Israël. Netanyahou n'a pas caché son espoir de voir d'autres pays suivre l'exemple de Trump, étant donné l'influence traditionnelle des positions américaines sur les questions d'envergure internationale. On avait toutes les raisons d'y croire lorsque le président tchèque a annoncé que son pays envisageait de reconnaître Jérusalem-Ouest comme capitale d'Israël. On a vu dans cette adhésion les prémices d'un vaste mouvement de soutien de la communauté internationale. En définitive, le changement n'a pas eu lieu. Netanyahou espérait que lors de sa visite à Bruxelles prévue avant l'allocution de Trump, il serait en mesure de convaincre au moins certains membres de l'Union européenne de reconnaître Jérusalem. Ce fut un échec. La haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a catégoriquement rejeté la position des États-Unis et s'est opposé à tout compromis sur la question. La rencontre du Premier ministre Netanyahou avec Macron n'a pas été non plus très concluante, pour ne pas dire pas du tout. Même la République tchèque et la Hongrie, qui sont les deux pays les plus engagés en Europe en faveur d'Israël, avec lesquels Netanyahou a investi beaucoup d'efforts et de temps, n'ont pas souhaité préciser pour l'heure la date à laquelle ils déplaceraient leur ambassade à Jérusalem, si tant est encore qu'ils le fassent. Netanyahou a ainsi pu constater les limites de l'influence des États-Unis dans le monde au cours de leur de cette vision. En tous les cas, cette information parue dans les médias israéliens, les dirigeants de l'Union européenne déclaraient publiquement que Jérusalem était la capitale commune des deux États palestiniens indépendants et israéliens. Cela reviendrait à une défaite diplomatique considérable pour Israël. Il y a bien eu tout de même des manifestations, parlons-en, parce que là aussi on pouvait s'attendre à des manifestations monstres, en Palestine occupée. Il y en a bien eu effectivement dans les villes palestiniennes, mais ils n'ont pas atteint l'ampleur en tout cas que l'on attendait. Je voulais quand même vous parler de cette manifestation, Nadia, auditrice auditeur, qui s'est déroulée dans la ville des territoires occupés de Sakma. Le 15 décembre, les manifestants arabes israéliens lancent des slogans et agitent le drapeau palestinien pour protester contre la décision de Trump. Plus important encore, après avoir été pratiquement oublié par le monde arabo-musulman, la question de Jérusalem a permis à Mahmoud Abbas de remettre le règlement du contentieux palestinien sur le devant de la scène internationale et régionale. Des manifestations qui se déroulent à travers le monde musulman en disent long sur le soutien apporté aux Palestiniens quant au statut de Jérusalem. Tout aussi important, l'axe constitué de l'Arabie Saoudite, des États du Golfe et de l'Égypte, dans lequel Netanyahou et Israël avaient placé beaucoup d'espoir, semble avoir subi un coup dur. Bien qu'elles aient réagi en des termes plutôt modérés, l'Égypte et l'Arabie Saoudite ne pouvaient que condamner la position de Trump. Il est difficilement concevable aujourd'hui pour le gouvernement saoudien de renforcer ses relations avec Israël, comme il avait clairement l'intention de le faire juste avant la dernière prise de position de Trump. En refusant donc d'accepter la visite du vice-président américain à Ramallah, Mahmoud Abbas et les Palestiniens donc ont durci l'enjeu des négociations pour celle qui est considérée comme la principale puissance extérieure, si ce n'est peut-être la seule dans le conflit du Moyen-Orient. Il semble pour l'instant que le jeu en valait la chandelle. Si Donald Trump espérait jouer son dernier coup en persuadant donc les Saoudiens de faire pression sur les Palestiniens afin que ces derniers acceptent un accord qui n'aurait été extrêmement défavorable, d'après la plupart des informations ébruitées, cette perspective ne semble plus guère réaliste aujourd'hui. En définitive donc, cela signifie pas pour autant qu'à l'issue de la déclaration solennelle des États-Unis reconnaissant Jérusalem comme sa capitale, Israël soit le perdant, mais il n'en aura tiré aucun profit tangible. C'est ce qu'il faut retenir. Et je voudrais juste terminer avec ces chiffres. Depuis la déclaration de Trump, on en est du côté palestinien à 11 morts et plus de 400 blessés. Voilà Nadia, pour en tout cas un petit peu un avis que j'avais envie de vous faire partager aujourd'hui. C'est très instructif et comme tu dis, voilà, là c'est un effet purement déclaratif, cette intention de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël. En fait, en clair, ça change rien. L'ambassade, oui, voilà, ça n'engage que lui. Effectivement, il veut s'appuyer sur son leadership ou même peut-être se rassurer sur l'ampleur de son leadership en influençant d'autres pays, mais
Dans un instant, on revient en France avec Édouard Philippe et la fameuse polémique avec Nadia Lazouni. À tout de suite. Merci d'écouter France Maghreb 2, il est 17h, vous êtes bien sur votre radio France Maghreb 2 évidemment pour la suite de ce grand forum jusque 18h avec Nadia Lazouni qui est avec nous évidemment aujourd'hui en ce jeudi. Nous sommes jeudi et nous sommes le 21 décembre, j'espère que tout va bien pour vous en tous les cas. On va passer maintenant à notre avis tranché et chers amis auditeurs, auditrices, je vous invite à l'écouter attentivement puisque vous allez pouvoir bien entendu nous dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec Nadia Lazouni pour le coup qui va s'exprimer sur une polémique qui est née hier matin, plutôt oui, entre la nuit de mardi soir et mercredi matin, suite à un voyage qui a coûté excessivement cher, le voyage du fameux Premier ministre. Voici le jingle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si l'on fait quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Un billet retour d'une valeur de 350 000 €. Nadia, ça te fait réagir? Ah oui. Votre attention, s'il vous plaît. J'ai une petite annonce à diffuser et étant donné que je suis à l'antenne de la radio la plus écoutée d'Île-de-France, mais que dis-je, de la France, j'en profite. Est-ce que quelqu'un a 350 000 € à me prêter, s'il vous plaît? Quoi? L'audace paie? Les Français sont généreux. Et puis c'est Noël. Non, je désespère pas de collecter cette somme dont je ferai bon usage. Promis, ce n'est pas pour m'envoler vers Tokyo, c'est pour acquérir un joli petit manoir en Normandie qui accueillerait une trentaine de femmes SDF dont la vie risque d'être menacée par le grand froid qui arrive à grands pas. Édouard, comment te dire? Ce petit kiff que tu t'es offert aurait pu attendre une période plus propice à l'oubli. Souvenez-vous, 1er octobre dernier, les APL baissaient de 5 €. Une mesure qui aurait été prise pour résorber un trou de 140 millions d'euros laissé par le gouvernement antérieur. Ou comme c'est vilain, comme c'est lâche d'imputer la responsabilité d'une mesure aussi impopulaire aux absents. Ce même Édouard qui déclarait sur BFM « Si on avait pu faire différemment, on l'aurait fait ». C'est donc à 6,5 millions de ménages que l'on demande de se sacrifier pour rhabiller Paul. Ouais, comme le dit si bien le vieil adage, ce n'est pas pour rien qu'on déshabille Pierre. Mais qui est Paul? Paul, c'est les représentants du peuple. Et oui, à partir du 1er janvier, les députés pourront louer des logements dans la capitale et se faire rembourser jusqu'à 1 200 € par l'Assemblée nationale. Je vous parlais de l'acheter un peu plus haut. En voici, en voilà. Ces nouveaux avantages ont été actés en catimini. À ce niveau-là, ce n'est plus un hold-up, c'est un doigt d'honneur géant que le pouvoir fait à la France. Sauf que le majeur de la main politique est un peu comme le nez de Pinocchio. Il s'allonge, il s'allonge, il s'allonge jusqu'à atteindre les astres. Le coup de grâce est donné par Édouard aka Louis XIV. Ouais, j'ose le sobriquet, après tout, c'est lui qui a commencé les familiarités. Rentrant d'un déplacement, monsieur le monarque a embarqué à Tokyo à bord d'un A340 de luxe. Attention, l'insulte ne s'arrête pas là. Selon Matignon, il s'agissait de gagner du temps et en confort. Attention, l'insulte ne s'arrête toujours pas là. Et oui, Louis XIV dit parfaitement assumer le recours à un vol privé pour les ramener à la maison. Alors là, c'est le combo, doigt d'honneur, bras d'honneur, pied de nez et autres singeries. La honte ne peut pas rougir d'elle-même et c'est pour ça qu'Édouard Philippe ne s'excusera pas. Bon, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, c'est à nous, tiers États, qu'il revient de payer la facture. Vous l'avez compris, le XVIIIe siècle n'est pas bien loin, le pouvoir se gave de privilèges sur le dos du bas peuple. Au moins à l'époque, quand ils payaient la gabelle, c'était sur le sel, quant à nous, c'est sur le néant. Et c'est toujours pour entretenir leur kiff. Pour toujours rester dans l'esprit du XVIIIe siècle, permettez-moi de vous rappeler les termes de l'article 15 de la DDHC, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Je cite, « La société a le droit de demander compte à tout agent public et son administration. Je ne vous ferai pas l'affront, chers élus, chers ministres, de vous donner une leçon d'histoire de France, mais souvenez-vous des événements violents qui ont précédé l'adoption de la DDHC. » Nadia Lazouni, d'accord ou pas d'accord avec elle? Est-ce que vous la trouvez un peu excessive? Est-ce que vous nous appelez pour nous donner votre avis 01 40 33 9000, bien sûr, pour nous dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec Nadia, si vous partagez en partie ou peut-être même l'intégralité de son avis tranché. Bien, à vous de nous le dire 01 40 33 9000. Je vous rappelle également la question à laquelle vous pouvez répondre sur Facebook, Twitter, LGF officiel ainsi que sur
Facebook, qui est justement, et à propos de cette polémique, si nous étions dans un pays scandinave, Édouard Philippe devrait démissionner. Est-ce qu'il faut que les politiques se serrent la ceinture de la sorte? Et pour l'instant, eh bien, vous êtes en grande majorité à dire oui, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter. Alors, d'accord ou pas d'accord avec Nadia? Bonjour. Bonjour, avec vous Anna. Écoutez, je suis en train de conduire, mais je suis tombée sous le cul, désolée, à entendre que le Premier ministre s'est permis quand même 350 000 euros. Et le pire, et je suis tout à fait d'accord avec Nadia, c'est nous qu'on va tout payer en fait. À se demander franchement si on n'a pas fait une connerie de voter pour Macron et ses amis, parce que pour en finir, qui est touché, c'est la petite partie sociale, quoi. C'est nous, quoi, ceux qui n'ont rien, quoi. Les 5 euros, maintenant, les vacances prochainement pour les enfants, franchement, ça commence vraiment à bien faire, quoi. Et pour ne pas faire d'accident, voilà, je suis tout à fait d'accord avec ce que Nadia l'a fait. Merci pour et voilà, quoi. J'ai plus de mots. Franchement, j'ai plus. Attendez. Je sais même pas qu'est-ce que je suis en train de raconter tellement que je suis sous le cul. Parce que franchement, il faut le faire, Il y a des gens qui vivent la misère au jour d'aujourd'hui en France, et ces gens-là, ils sont que là pour dire quoi? Eh ben, tenez, on va vous retirer 5 euros, on va retirer 20 euros pour les retraités, on va retirer tout simplement la vie pour les gens, en fait. On survit, on vit pas, on survit. Franchement, on survit maintenant en France, C'est honteux, Merci Anna, merci beaucoup. Je vous en prie, bon à bientôt. À vous et merci beaucoup Nadia. Je vous en prie. Vous êtes sa cousine, c'est ça? Merci à vous. Je la découvre, ravie de faire votre connaissance. Merci Anna. Moi aussi, Gros bisous à vous tous. Bisous. Et bonne fête de fin d'année, Bonne fête également. Je suis choquée. Bon, merci, allez, au revoir. à bientôt, au revoir Anna. 01 40 33 9000, on peut encore prendre un ou deux avis. Ce serait bien d'avoir un avis qui soit contraire à Nadia, là, pour le coup, pour créer le débat, dans cette émission. 01 40 33 9000. Allô, bonsoir. Est-ce qu'il est par ici? Bonsoir. Allô? Non, c'est toujours Anna qui était là, qui a été choquée, vous l'avez compris, entendu. 01 40 33 9000, bien sûr. Donc Anna, complètement d'accord et même choquée par rapport à cet avis tranché de Nadia. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, cher monsieur. Quel est votre prénom et votre ville d'appel, s'il vous plaît? Alors, Évry, je m'appelle Ahmed. Salut Ahmed. Alors, d'accord ou pas d'accord avec Nadia? 10 000 fois d'accord, et je dirais même qu'elle a été soft. J'aurais bien employé un mot, mais apparemment il a été banni par le CRIF, alors j'oserais pas. Mais elle a 200% raison. D'accord. Eh bien, merci beaucoup Ahmed, merci beaucoup. Oui. Il y a pas de quoi. Moi aussi, je risquais de tomber sur bip, mais je suis assis dessus. Ah oui, forcément, c'est un peu compliqué, oui. Pas tomber plus bas. Bonne continuation et merci pour votre émission. Merci Ahmed. À bientôt. Ciao. Franchement, au top les auditeurs. Bon, bah voilà. En même temps, tu pouvais pas avoir des difficile désaccords. d'avoir, voilà, c'est ça, pour le coup, voilà. Mais bon, je sais pas. J'espérais quand même étonnant. quelqu'un qui vienne tempérer. Moi, je pensais que quelqu'un me dire non, mais Starfall t'as 10 doigts d'honneur et bras d'honneur. Voilà, je m'attendais à une réflexion comme celle-là. Eh ben non, même pas. Non. Bon, en tout cas, bravo Nadia pour cet avis tranché, pour le coup extrêmement tranché. Ouais, tu nous as habitués en tout cas. Alors, je voulais maintenant vous parler un petit peu, un sujet un peu plus léger, j'ai envie de dire, dans cette actualité assez lourde. Vous emmenez au Maroc pour vous parler de quoi? Eh bien, pour vous parler du nombre d'étrangers qui résident au Maroc, puisqu'il a atteint 84 001 habitants, soit une proportion de 0,25% de l'ensemble de la population marocaine, selon une note du Haut Commissariat au Plan rendue publique à l'occasion de la Journée internationale des migrants. Cette population étrangère est majoritairement installée en milieu urbain, 95,2% contre 4,2% en milieu rural. Les pôles urbains comptent ainsi 79 988 étrangers, tandis que les zones rurales en dénombrent 4013. Plus de 84 000 résidents au Maroc, c'est le chiffre avancé. La note du HCP révèle que les étrangers au Maroc seraient principalement répartis entre les Européens, Africains, et parmi ces derniers, 64,5%, 22 545 sont issus de pays subsahariens et 31,9%, 11 942 du Maghreb. En outre, 15,2%, 12 771 sont originaires des pays d'Asie, dont 82,8%, 10 573 du Moyen-Orient. Et enfin, 3,2%, 2 649 proviennent d'autres continents, dont 76,19% de 2037 des pays d'Amérique. Beaucoup de chiffres, oui, je vous l'avoue. Le HCP
note aussi une nette domination de la communauté française, 25,4% suivi de celle de Sénégalais, 16,2%, qui sont donc les plus importants parmi les résidents étrangers au Maroc, français et sénégalais. Ensuite vient les Algériens, 6,2% et Syriennes 6,2%. Voilà sur ce que l'on pouvait dire en tout cas sur cette note du HCP concernant donc les résidents étrangers au Maroc, où apparemment il fait bon vivre, ma chère Nadia, au Maroc. Oui, quand on a de l'argent, bien sûr. Enfin, moi je pense surtout à Marrakech, que je connais bien. Il y a beaucoup de Français à Marrakech, ce qui a contraint, forcément, ça a élevé le niveau de vie. Puisqu'ils achètent des riads et puis bon, ils vont dans des très bons restaurants, et beaucoup de gens de Marrakech, je sais pas comment on les appelle, et on va les appeler Marrakechouis, ont dû quitter la ville. C'est un peu dur à dire. Ouais, voilà, ont dû partir. Marrakchi, je crois. Marrakchi pour en arabe, mais en Marrakechouis en français, on va dire ça comme ça, ont dû quitter la ville pour survivre. Donc c'est malheureux. Ouais. En tout cas, il y a beaucoup effectivement d'étrangers qui sont. Moi, j'avais été à Marrakech il y a un petit peu de temps maintenant, et les Marocains, les habitants de Marrakech justement, étaient un peu en colère contre les étrangers qui viennent acheter des riads et qui cassent toute l'architecture pour faire des piscines, pour faire des trucs un peu, tu vois, un peu olé olé quoi. En plus, ce qui est terrible, Christophe, c'est que ces mêmes Français qui viennent effectivement s'enrichir au Maroc, au détriment, au Maroc en tout cas à Marrakech, je connais plutôt bien Marrakech, au détriment des populations locales, sont ceux quand même qui ont voté, on se souvient, en présidentielle de 2012 pour on avait Le Pen, ça m'échappe. Non, ça m'échappe, non, pas du tout. Oui, voilà, non, c'est que il y avait un grand nombre de Français résidents au Maroc qui avaient voté pour l'extrême droite. Ah oui. Voilà, c'était ça le résultat des l'extrême droite qui avait fait d'ailleurs un bon score parmi les étrangers justement au Maroc. Voilà, c'est ça. C'est assez extraordinaire. Et c'est extraordinaire. Mohamed qui nous appelle de Metz. Salut Mohamed. Allô. Bonsoir Mohamed. Oui, bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe Mohamed? Allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend, oui. Voilà, donc je voulais rajouter quand même une précision, pas polémiquer, mais sur le voyage de M. Édouard Philippe, là, le Premier ministre, il faut savoir aussi qu'il n'était pas seul. Donc, le chiffre annoncé de 350 000 euros, il faut relativiser ce chiffre par rapport au nombre de personnes. 60 personnes, exactement. Donc voilà, quand même 60 personnes, c'est pas qu'une personne. Bien sûr, mais ça change rien en fait. Je n'approuve pas ce voyage, c'est sûr. Mais maintenant, il faut quand même donner l'information globale. Effectivement, 60 personnes l'accompagnaient le Premier ministre, effectivement. Lui, sa délégation qui n'était pas obligée, de presser, d'anticiper le retour. Ils auraient pu très bien venir par d'autres moyens, beaucoup moins chers, et le lendemain, par exemple. En tout cas, merci de la précision, cher Mohamed. Cela dit, moi, je travaille dans une société, on nous fait voyager aussi en classe éco. Ouais. Voilà, vous êtes dans une société, donc on va dire que c'est l'argent de la l'argent société de la que l'on société, débourse. là, c'est pas l'argent de l'État, Mohamed, L'argent c'est différent. et le nôtre. Bon, tout à fait. Voilà. Ouais. Merci Mohamed. Il fait beau à Metz ou pas? Ou c'est un temps pourri? Un peu, là. Bah oui, comme. C'est un massif. Ouais, bah ça, bon, tu pars en vacances ou pas, Mohamed? Quelques jours, là, mais en province. Ah, en province, très bien. Bon, bah tu vas au soleil, quoi. Je vais voir. Bon, ok. Eh bien, bon voyage, bonnes vacances, Mohamed. Merci beaucoup, bonne fin de journée, puis je vous écoute assidûment. Eh ben, merci à toi de ton écoute, de ta fidélité. Et si tu pars en province, justement, quel que soit l'endroit où tu vas, tu peux emmener avec toi, au travers de ton smartphone, qui est un outil dont on va reparler d'ailleurs dans le zapping dans un instant, où tu peux télécharger l'application France Maghreb 2, ainsi tu pourras rester connecté, parce que nous, on part pas en vacances, nous. On est là. On pensera à vous, alors. Merci Mohamed, profite. Profite, salut Mohamed. 01 40 33 9000 évidemment pour nous donner votre avis, pour répondre à cette question du jour par rapport à Édouard Philippe. Si nous étions dans un pays scandinave, Édouard Philippe devrait démissionner sur le champ. Est-ce qu'il faut demander aux politiques de se serrer la ceinture de la sorte? Vous répondez sur Facebook et sur Twitter. Alors on va passer maintenant au zapping. Tiens, j'ai des petits trucs sympas, moi chère Nadia. Tiens, notamment... pour commencer ce zapping, scène incroyable hier soir sur C8 quand Cyril Hanouna appelle le président de la République pour lui souhaiter bon anniversaire. Écoutez. Oui, bonsoir président. Oui. Comment ça va président? Ça va très bien. Ah oui, c'est une blague. Merci. Président, joyeux anniversaire, président. Joyeux anniversaire, président. Joyeux anniversaire.
je voulais vous souhaiter bon anniversaire parce que vous nous aviez souhaité bon anniversaire sur notre 1000e. Donc je voulais... C'est vrai? Oui, c'est vrai. Par contre, je vais vous dire que je vis assez mal. Oui. Cette volonté de me vieillir d'une heure. Oui, c'est vrai. Mais c'est vraiment lui. Et genre, je voulais être le premier président. Deuxième. Oui, alors vous l'êtes. Bah voilà, donc vous êtes en avance. oui. Je voulais savoir juste, président, quelle est votre taille en table de ping-pong? Parce que je voulais vous offrir ça. Je vous offre une table de ping-pong, vous allez vous entraîner. Et président, je sais que vous jouez bien au tennis. J'espère qu'un jour, on aura l'occasion de s'affronter tous les deux. Ça serait mon cadeau d'anniversaire. Au tennis? Oui, je sais que vous jouez bien. Ça va vous faire très très mal. Merci. En tout cas, on vous embrasse fort. Et franchement, bon anniversaire, alors, président. Je sais que vous avez envoyé des Marilyn à l'Elysée. Oui, c'est ça, oui. Oui. J'espère qu'elles n'ont pas attrapé froid. Est-ce que vous n'y êtes pas? Non, si, là j'y suis, mais j'ai ma Marilyn à moi. Très bien. Donc, c'est avec elle que je vais fêter mon anniversaire. Eh ben, vous avez bien raison. C'est Brigitte. Voilà. Cyril Hanouna qui passe un coup de fil à Macron, hein, visiblement son grand copain. Est-ce que je peux dire quelque chose? Bah je sais pas, ça dépend. Non, mais je trouve ça dingue comment rendre sympathique un homme qui a eu des déclarations il y a quelques semaines avant en Algérie offensantes pour tout un peuple et également pour les franco-algériens que nous sommes, pour un homme qui a un double discours, qui a une politique libérale, qui approuve, en ayant nommé ce Premier ministre qui abaisse de 5 euros l'appel de 6,5 millions de foyers, qui même si effectivement ça a été voté par l'Assemblée nationale, donc bon, c'est pas sa responsabilité non plus, mais 1200 euros offerts à ses députés pour un logement à Paris, enfin une politique qui a son image en fait finalement de privilège. Puis encore là, le dernier scandale en date, 350 000 euros pour un vol Tokyo-Paris, son Premier ministre et une délégation. Voilà. Et comment on rend un mec super sympathique, super funky, super in, avec qui remonte d'ailleurs dans les sondages. Mais ouais, non, mais on est amnésique. Les deux. Voilà, j'ai été poli quand j'ai dit que les Français étaient généreux, mais les Français sont amnésiques visiblement. Donc. Oui, ça, c'est pas d'aujourd'hui. Ouais. Bon, ça c'était donc voilà pour la partie, j'allais dire humour dans tous les sens du terme. Voilà. Ouais. On va parler maintenant d'une autre affaire. Il est soupçonné donc d'avoir tué la petite Maëlys en août dernier en Isère. Nordal Lelandais est mis en examen et pour une autre affaire cette fois-ci, celle concernant l'assassinat du caporal Arthur Noyer, disparu en Savoie en avril dernier. Le procureur de Chambéry, Thierry Dran, a indiqué que les enquêteurs s'appuient sur des indices graves et concordants. La présence avérée de Nordal Lelandais à Chambéry au moment de la disparition du caporal Arthur Noyer et surtout la découverte d'un crâne humain dans la région de Chambéry qui s'avère être celui du militaire disparu. Écoutez le procureur. 7 septembre 2017, à proximité de la commune de Montmélian, sur un chemin de randonnée, un promeneur avait découvert les restes d'un crâne humain. Le 18 décembre 2017, à 12h39, le laboratoire chargé de l'analyse génétique avertissait les enquêteurs de la présence d'une correspondance entre l'ADN prélevé sur le crâne et celui d'Arthur Noyer. Le juge d'instruction diligentait alors dans l'urgence une expertise qui confirmait que l'ADN relevé sur le crâne était bien celui d'Arthur Noyer. Dans ces conditions, le parquet de Chambéry faisait des réquisitions supplétives pour assassinat. Terrible cette affaire, chère Nadia. Ouais, terrible. L'affaire de la petite Maëlys. Si on y rajoute aussi tout aussi terrible l'accident d'autocar qui a eu lieu du côté de Perpignan. Et là, il semblerait que la conductrice du bus ait été mise en examen pour homicide involontaire, puisque a priori, d'après l'enquête, les barrières du passage à niveau étaient bel et bien fermées. Donc, non, mais c'est des tragédies, des épreuves de la vie dont on peut difficilement se remettre. C'est clair. Alors, pour terminer ce zapping, chère Nadia, vous qui avez peut-être un téléphone, tiens Nadia, est-ce que tu es chez Apple ou smartphone plutôt Samsung. Alors j'ai les deux là, j'ai un iPhone que je dois rendre, sinon j'ai un Samsung. Je suis pas sûre. Ça tombe bien que tu le rendes. Sorti de la secte. Ça tombe bien que tu le rendes. Pourquoi ? Parce que un chroniqueur d'Europe 1 dans l'émission de Christophe Ondelat qui appelle à boycotter Apple pour Noël, il s'en explique. Vous qui m'écoutez,
Regardez votre iPhone, regardez-le bien. Dans votre iPhone, il y a du dumping fiscal. C'est de l'argent volé à l'école publique où vont vos gosses, volé à l'hôpital qui vous soigne, volé à la police qui vous protège, etc. Dans votre iPhone, toujours selon Attac, il y a de l'extraction minière polluante. Ça contamine l'eau, les sols, dans des pays d'Afrique. Dans votre iPhone, il y a du travail des enfants. Amnesty International 2016, Apple a laissé faire ses sous-traitants qui faisaient travailler des gosses. Pas que dans les iPhones, enfin disons les choses telles qu'elles sont. Là, je suis sur Apple. Si vous voulez, demain, je vous en fais une autre. Dans votre iPhone, il y a des camps de travail. Vous faites Samsung demain? Oui, Samsung aussi esclavage d'ailleurs. Il y a des camps de travail dans votre iPhone. C'est comme ça qu'un rapport universitaire chinois de 2010 a qualifié les usines chinoises de Foxconn un des énormes sous-traitants d'Apple. Financial Times et Le Monde, en 2017, des stagiaires de Foxconn pour Apple, âgés de 16 ans, bossent jusqu'à 60 heures par semaine. En 2017. La parade d'Apple est toujours la même, c'est disent ah mais nous quand on apprend ça on fait des audits. Attendez, travail des enfants et votre réponse c'est on fait des audits? Bah faites mieux, changez vos sous-traitants dès qu'il y a ce genre de problème. Sinon politiquement qu'est-ce qu'on peut faire contre tout ça? On peut mettre des taxes anti-dumping fiscal et anti-dumping social aux frontières. Plus vous avez triché, plus vos produits sont taxés quand ils arrivent. On peut interdire d'exercer chez nous toute banque ou compagnie d'assurance qui garde des filiales dans des paradis fiscaux. Ça s'appelle retirer l'agrément. On peut imposer les multinationales sur leurs gains réalisés chez nous sans accepter leur montage irlandais ou autres qui sont de l'abus de droit. On peut créer un délit d'incitation à la tricherie fiscale pour toutes ces banques qui démarchent leurs clients pour leur proposer de tricher. On peut faire tout ça à l'échelle de l'Union européenne, plan A, ou si nos partenaires européens refusent, le faire à l'échelle de la France et d'une coalition de pays d'Europe, plan B. Conclusion. D'ici là, auditeurs d'Europe 1, ne soyez pas complices. Pour Noël, boycottez Apple. Voilà, c'est bien sur France Maghreb 2 que vous êtes évidemment, puisqu'il s'agit d'un chroniqueur de l'émission d'Ondelat, Christophe Ondelat sur Europe 1, qui invite à boycotter Apple. Effectivement, c'est pas une découverte, mais bon, hein. Petite piqûre de rappel, mais petite comme il l'a dit, c'est pareil pour Samsung. Moi, ce qui me sensibilise, c'est pour les enfants, quoi. C'est vrai que on arrête Nike, on arrête les vêtements de marque, les baskets, etc. Et si on arrêtait tout ça? Ah là là. C'est possible. Comme Charline Gals. Ouais. Ce serait bien. Hein. Ouais. On revient à l'uniforme ou pas, chiche? Allez, chiche. Moi, je serais partisan, hein, franchement. Hein. Moi aussi, je serais pas con. Voilà, ça évite de... D'ailleurs, vous savez que le gouvernement, il travaille, hein. Ah, ça, je savais pas. Le ministre de l'Éducation nationale a laissé entendre qu'il ne serait pas contre le retour du tablier ou je ne sais quoi à l'école. Bah, c'est vrai que les enfants souffrent entre ceux qui peuvent porter de la marque et c'est ça. Pas du tout. C'est très compliqué à gérer. Et nous, les parents, qui devons essayer de calmer nos enfants, parce qu'à chaque fois que tu veux leur acheter des affaires, c'est tout de suite de la marque, des baskets de marque, le survêtement de marque, le pull de marque. En fait, c'est eux qui devraient nous payer pour porter tout ça. Jusqu'à même le caleçon de marque. Rendez-vous compte. Bon. Allez, bienvenue à vous sur France Maghreb 2. Dans un instant, tiens, on va parler d'une députée En Marche qui a un petit peu changé d'avis entre sa position à l'Assemblée nationale où elle a tenté de critiquer le gouvernement et puis après elle a un petit peu mesuré ses propos au sujet de la nouvelle loi qui se prépare sur l'immigration et apparemment ça va être du dur. Hein. Attention, à tout de suite. On retourne à la maison, oui, je sais que beaucoup sont désormais dans les embouteillages. 17h30, vous êtes bien sur France Maghreb 2, vous avez raison d'y rester d'ailleurs. C'est le LGF. Avec Nadia Lazouni qui est avec nous aujourd'hui et on vous recommande d'ailleurs le Speak Up Channel sur YouTube, sur Facebook pour aller voir la dernière émission du Nadia Lazouni Show avec une invitée de prestige pour un sujet qui va certainement, auditrice-auditeur, vous parler. Hein, on rappelle d'ailleurs, tu nous rappelles un Bien petit sûr, peu... avec Malika Mansouri, auteur du livre Révolte postcoloniale au cœur de l'Hexagone. On parle en fait de transmission transgénérationnelle, c'est-à-dire la transmission de traumatismes liés à un passé dont on hérite de génération en génération de manière inconsciente. Effectivement. Et là, on parlait donc de la guerre d'Algérie surtout. Bon, ah oui, très intéressant. Oui. La question du jour, je vous la rappelle, si nous étions dans un pays scandinave, Édouard Philippe, le Premier ministre, devrait démissionner suite à la polémique des fameux 350 000 euros pour le voyage Tokyo-Paris. Ça fait cher, hein, quand même. Super cher. Ce voyage. Est-ce qu'il faut demander aux politiques de se serrer la ceinture de la sorte? Eh bien, vous répondez oui sur Facebook ou non, d'ailleurs, hein, selon votre avis, ainsi que sur Twitter, LGF officiel. Et pour l'instant, donc, bien des scores qui évoluent assez peu, mais en tout cas, grande majorité de oui, 92% sur Twitter de oui, 90% sur Facebook. Vous continuez donc à voter. Facebook France Maghreb 2, Twitter LGF officiel. Allô, bonsoir, qui est avec nous? Allô? Oui, Christophe. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Bonsoir, c'est Kamel de Rony. Bonsoir, Kamel de Rony. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Kamel? Non, justement, je voulais savoir comment on fait pour venir assister à l'émission en direct.
Ah, Kamel voudrait venir assister à l'émission en direct. Bien sûr, un épicurien, un altruiste comme moi, un hédoniste. En plus, tu sais que Christophe, je voulais t'en parler. Je me dis, ça serait sympa de recevoir ici des auditeurs assidus. Oui, pourquoi pas, oui, effectivement. Mais il faut qu'on entrevoie une organisation pour ce faire, hein, parce qu'il y a des petites choses qui restent en coulisses quand même. Mais nous, on a de l'élocution, on a un peu de notion géopolitique. Non, mais c'est pas pour ça. Non, c'est pas pour ça. C'est pour l'aspect pratique des choses. Mais bon, le président nous entend. On est bien rasé, on met des crèmes. Oh, mais tu mets ce que tu veux, on s'en fiche, c'est de la radio, hein. Après, tu vois, Kamel. L'avantage de la radio. On est présentable, je veux dire, il y a pas de souci. Kamel, je vais te dire l'avantage de la radio jusqu'alors, parce qu'aujourd'hui, on est en train, au vu de l'influence et de l'importance des réseaux sociaux, de vouloir filmer un petit peu tout, c'est qu'on peut venir. J'aime pas trop, hein, je suis d'accord avec toi. Ouais, je suis pas trop bon, mais bon, je suis obligé de m'adapter, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? L'avantage, c'est que tu peux venir, moi, quand j'ai fait dans une radio, dans une autre radio, 10 ans de matinale, je pouvais venir super mal rasé, habillé n'importe comment, personne me voyait à la limite, tu vois. Mais bon. Non, mais c'était de l'humour, Christophe, y a pas de souci. Non, mais Kamel, pourquoi pas? Moi, j'entrevois plus, faire un petit truc à l'extérieur de nos studios, à la rencontre de notre public pour une émission spéciale ou des émissions. Justement, moi, j'ai l'endroit pour moi. Ah bon? Dis-moi, Kamel. En plein cœur de Paris. Il s'est ouvert 24 heures sur 24. C'est quoi cet endroit? C'est quoi cet endroit? Ah non, ça c'est non, je peux pas faire de pub comme ça. Ah ouais, bon. Ah, tu veux un billet même pour faire la promotion de cet endroit? Ah ouais. Non. Ben non, après c'est cramé après. 350 000 euros, ça nous a coûté cher, là on n'a plus d'argent, hein, tu vois. On est ruiné, là, on est fauché, mon ami. C'est un endroit où il faut rien payer. C'est pour ça que je veux pas faire la pub. Bon, c'est très intéressant. Kamel, écoute, on aura l'occasion de s'en reparler, en tout cas je te remercie, et puis te souhaite une bonne après-midi. Non, c'est la soirée, Christophe, là, c'est fini l'après-midi. Oui, bon, début de soirée, d'accord, ok, ne joue pas trop sur les mots. Et puis rien, Kamel, hein. Il va bien s'entendre avec les auditeurs, dites donc. Oui, Kamel. Christophe, si je me permets, tu vois, il y a eu un invité qui a bien parlé dans la semaine là. Il a dit que les jeunes de quartier se mobilisent pas assez pour la Palestine, et c'est vrai malheureusement on retrouve ça dans les manifestations, et c'est désolant, quoi. Oui. Eh ben oui, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les gens ont besoin de son, d'image. De bonnes fêtes à toute l'équipe et à tous vos invités. Merci Kamel. Tu pars en vacances ou pas, Kamel? Non, moi j'investis tout dans le vinyle, moi, Christophe, je me connais. Ah oui, un spécialiste du vinyle. Merci en tout cas, Kamel, à bientôt. Au revoir, ciao, du côté de Rosny-sous-Bois dans le 93. Bon, alors on va maintenant entamer notre troisième et dernier sujet, et vous pouvez évidemment toujours réagir à la question centrale du jour, hein, par rapport au Premier ministre, au 01 40 33 9000, bien sûr. Entamer notre sujet alors qu'un nouveau projet de loi sur l'immigration se prépare, chère Nadia, auditrice, auditeur, une députée de La République En Marche a interpellé le ministre de l'Intérieur sur le choix d'une politique migratoire très dure. Tous les étrangers de France ne sont pas des terroristes, tous les étrangers de France ne sont pas de délicats fraudeurs. Dire le contraire, c'est jouer avec les peurs, a vivement déclaré le 19 décembre la députée de La République En Marche, Sonia Crimi, à l'Assemblée nationale. Très tôt, le président de la République a fixé notre philosophie sur l'accueil des étrangers, plus d'humanité et de dignité, de réponses plus rapides et plus respectueuses, a-t-elle également ajouté, critiquant un changement de position depuis. En effet, la députée a pointé du doigt la ligne de conduite désormais adoptée envers les migrants par le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, mais le président Emmanuel Macron. Les centres de rétention deviennent des centres de détention et sont indignes de notre République, a-t-elle souligné, faisant référence aux nouvelles mesures du projet de loi sur l'immigration, attendu pour le premier trimestre 2018 d'ailleurs. L'exécutif veut entre autres doubler la durée de rétention des migrants. La durée maximale des étrangers en attente d'expulsion serait étendue de 45 à 90 jours. Ainsi, la durée légale de retenue administrative pour vérification du droit de séjour. L'intervention de Sonia Crimi a été saluée d'ailleurs par les députés de la France Insoumise. Une directive mise en place le 12 décembre dernier, que les associations dénoncent pour son tri, son fichage des migrants, un collectif d'ailleurs d'associations d'aide aux plus démunis a d'ailleurs quitté le ministère de l'Intérieur lors de la présentation de ce projet début décembre, dénonçant une atteinte aux droits fondamentaux. Elles ont saisi d'ailleurs le 18 décembre dernier le défenseur des droits Jacques Toubon, qui estime que certaines dispositions qui sont envisagées aujourd'hui risquent de tomber sous le coup d'une condamnation de la Cour européenne des droits de l'homme. Les associations et la gauche fustigent donc ce nouveau projet de loi très controversé, d'autant que selon les informations
informations de l'AFP, le gouvernement compte non seulement doubler la période maximale de rétention, mais aussi réduire la possibilité de recours et introduire une notion contestée de pays tiers sur un pays de transit où les candidats à l'asile pourraient être renvoyés. Édouard Philippe et Gérard Collomb ont tenté de rassurer la majorité, se sont justifiés sur les choix adoptés en matière d'immigration. Nous voulons faire en sorte que les équipes qui ne sont pas composées de fonctionnaires de police, mais d'agents des préfectures et d'agents spécialisés, après avoir prévenu les structures d'accueil, puissent venir non pas faire le tri, comme vous dites, mais identifier ceux qui pourront bénéficier d'une procédure plus rapide et plus efficace, a assuré Édouard Philippe au sujet de la circulaire. Le matin même, Gérard Collomb est parti accueillir lui-même des réfugiés au siège de l'association France Horizon, mais pas sûr que cela calme la grogne qui persiste. Alors, je vais vous faire écouter quand même la députée à l'Assemblée nationale, et juste après vous allez voir qu'elle a un petit peu calmé, temporisé un petit peu ses propos. Pour le coup, donc c'est une députée En Marche qui pose une question au ministre de l'Intérieur à l'Assemblée nationale. Préparé depuis des mois un projet de loi sur le droit d'asile, une immigration maîtrisée. Les personnes dont nous parlons aiment la France, comme au premier jour, comme je l'aime depuis le premier jour. Elles fuient des pays en guerre, elles fuient un avenir économique et climatique leur paraissant bien terne. Les centres de rétention deviennent des centres de détention et sont indignes de notre République. Le traitement du séjour irrégulier en France est devenu une angoisse pour les étrangers, pour les associations dont on salue tous ici le travail, pour les forces de police, pour les préfectures et les avocats. Pourriez-vous, Monsieur le Ministre, nous détailler l'équilibre politique de votre réforme, une réforme sans posture et sans préjugés, une réforme juste et humaine à laquelle nous étions tous engagés. Et Madame la députée qui tempère, écoutez. Particulièrement inquiète, je souhaite juste préciser, depuis la campagne d'Emmanuel Macron, on était très très clair sur ce sujet. Alors j'exprime aujourd'hui une voix de majorité qui pose un peu le décor de la prochaine réforme digne, humaine, juste, sans préjugés. C'est tout. Pour l'instant, ça ne correspond pas aux valeurs que vous avez découvertes quand vous vous êtes engagé. Non, vous n'allez pas me faire dire ça. C'est pas que ça ne correspond pas aux valeurs, c'est juste un rappel dont moi je me suis engagée et beaucoup de marcheurs, beaucoup de députés se sont engagés. Que ça soit juste et humain et qu'on sorte de la c'est complexe depuis 60 ans. 30 ans plutôt. Voilà, c'est très très complexe. Donc qu'on arrête cette complexité, c'est tout. Des places supplémentaires et beaucoup plus supérieures aux places qui ont été créées l'année dernière, ont été mis en place. La réalité du terrain est aussi complexe. Moi, je suis toujours étonnée par tous ces gens qui ont un avis blanc ou noir sur une histoire. Alors, voilà, Sonia Descris qui a un peu de mal visiblement. Les bretelles elle a dû se faire remonter sacrément les bretelles puisqu'elle a quand même changé de position, de discours. Elle a calmé le jeu, quoi, pour le coup. Ouais, c'est pas complexe du tout. Enfin, l'argent, une fois de plus, ces dernières polémiques, 350 000 €, on peut les trouver pour ouvrir davantage de CADA. Les CADA, c'est ce qui accueille les migrants. Donc, c'est une question de volonté politique. Basta. En tout cas, sur ce sujet, sur cette loi concernant les migrations, qui promet d'être assez dure, mais pas. Et c'est peut-être d'ailleurs du fait de cette polémique qui a commencé à être créée, notamment par l'intervention de différentes associations qui sont montées au créneau. Que le gouvernement va devoir reculer sur pas mal de choses. Ouais. J'ai cru comprendre qu'il y avait une mesure juste hallucinante. C'est vraiment au stade de la mesure et de la proposition. Oui, absolument. C'est d'étudier les demandes d'asile depuis des pays tiers. Oui, c'est ça. C'est ce que voudrait Emmanuel Macron. Voilà. Donc il y a déjà un problème aussi de souveraineté. On est souverain dans son pays et pas dans le pays des autres. Donc il y a cette question qui se pose. Et puis une fois de plus, quand on reçoit en entretien une personne qui demande l'asile, c'est parce qu'elle est menacée. Il sera difficile pour cette personne de faire état des dangers et des menaces à son intégrité physique en étant dans le pays qu'elle cherche suivre. Alors pardon de monter un petit peu de rentrer un petit peu dans la meute de la sorte, mais quand Macron interpellé au Resto du Cœur par une Marocaine. Il lui dit mais madame, quand on vient du Maroc, on n'est pas menacé au Maroc, en Algérie, en Tunisie, pourquoi vous voulez demander l'asile?
Ça, c'est terrible. Et ça, je me souviens, ça, c'était une image qui est très choquante. Claude Askolovitch a écrit un très bon article sur Slate où justement il dénonce ce mépris qu'a affiché Emmanuel Macron contre cette femme qui effectivement demandait l'asile. Donc il a tout de suite finalement fait le procès de cette dame. Et ce même Macron, hein, pardon, je rebondis sur ce qui a été dit tout à l'heure, a été encensé sur le plateau de Touche pas à mon poste comme étant le super président, notre ami qui a juste humilié cette femme qui quémande des papiers pour pouvoir résider en France. Voilà, président inhumain. Ouais, je le dis. Mais au-delà de tout ça, est-ce que finalement, quand on vient du Maroc, d'Algérie et de Tunisie, on peut demander l'asile? Est-ce qu'on est menacé dans ces pays-là? Je pense. Enfin, bon, moi, je suis d'origine algérienne. Je vais parler de. C'est compliqué aujourd'hui. Si on est algérien, on veut parler du Maroc, on nous tape dessus, on dit oui, mais toi, t'es pas de ce pays, etc. Enfin, ça reste aussi une monarchie. Dans des monarchies, effectivement, on n'est pas libre de dire ce qu'on veut. Enfin, on peut pas critiquer le roi. C'est pas propre au Maroc, hein, je tiens à le dire, c'est propre aussi, pas seulement des monarchies, hein, des républiques aussi. Hein, il suffit de voir en Syrie. D'ailleurs, tu vois, en Syrie, il était impossible de critiquer le président. Donc oui, je pense que si on a un fervent opposant à la politique marocaine, à la politique syrienne, et bien dans d'autres pays arabes, comme ça a été le cas sous Moubarak ou sous Ben Ali, oui, on peut être menacé si on critique le pouvoir en place. Bon. Moi, j'y crois. Bon, très bien. Rachid qui est avec nous depuis Corbeil-Essonnes. Bonsoir Rachid. Bonsoir. Oui, j'appelle parce que je suis pas d'accord avec ce que je sais pas comment s'appelle la dame. Nadia Lazouni. Nadia Lazouni, je suis pas d'accord parce que déjà, bon là je vais partir sur les derniers propos quand elle dit qu'on peut pas critiquer la monarchie ou quoi que ce soit dans certains pays, mais dans tous les pays, il y a certaines choses qu'on n'a pas le droit de critiquer, que ça soit en France, aux États-Unis ou au Bangladesh. Enfin, les représailles sont pas, enfin, vous risquez pas quand même votre vie ou vous faire torturer. Là, on va peut-être pas parler du Maroc, mais de la Syrie. J'y ai vécu pendant un temps, j'ai vécu 6 mois. Certes, c'était pas grand chose, mais il fallait certainement pas critiquer Assad. Je veux dire, on pouvait pas aller pour Sisi aujourd'hui. Pareil, même pour Ben Ali, mais en tout cas, pour parler de la Syrie, ce que je connais, on était sur écoute en permanence. Enfin, la torture dans les prisons syriennes. C'est un pays en guerre. Non, je parle de, non, j'ai vécu en Syrie quand le pays non, mais je vous parle de la Syrie, j'y ai vécu quand il n'était pas en guerre. Quand il n'y était pas en guerre, parce que j'avais rien à faire là-bas. Oui, voilà. J'ai été là-bas en 2009, en 2010, hein, où ça se passait plutôt bien pour moi en tant que, on va dire, française, hein. J'ai vécu des très beaux mois là-bas. Mais pour autant, quand vous parliez avec des Syriens, fallait certainement pas critiquer le pouvoir en place. Ils avaient peur de terminer torturés dans des prisons. C'est une réalité. Et pourtant, c'est une république, hein. C'est pas une monarchie. Il faut le dire entre nous, dans les pays arabes, c'est très compliqué de critiquer le pouvoir. C'est pareil. Au Maroc, je fais beaucoup d'allers-retours là-bas. Plus sous Hassan II que Mohamed VI, fallait surtout pas critiquer le roi. Et vous le voyez bien, même en France, c'est compliqué de critiquer le roi. Quand je suis parti en Tunisie sous Ben Ali, c'était pareil, hein. Personne n'osait parler, hein. Et c'est pas être critique ou être garant de la stabilité du pays, c'est pour mais peu importe, on a le droit quand même. Aujourd'hui, on a le droit de critiquer Macron. Regardez tout ce qu'on lui a mis depuis tout à l'heure. Non, mais je veux dire, on a quand même droit de dire, par exemple, que le roi du Maroc, et vas-y, je suis algérienne, ou alors que le président de la République algérien a complètement délaissé la jeunesse et que les jeunes meurent de faim. Il est où le problème? En quoi ça remet en cause la sécurité, l'ordre public du pays? En rien du tout. Bon, en tout cas, on va guetter ce projet de loi, ces propositions qui vont être faites donc début 2018, premier trimestre, on nous promet. En tout cas, et heureusement finalement que les associations veillent au grain et que voilà, le défenseur des droits aussi, Jacques Toubon, est monté un petit peu au créneau en disant faites attention parce que là il y a peut-être des petits trucs qui peuvent être qui peuvent tomber sous le coup de la condamnation. Voilà. Alors on va passer maintenant, si vous le voulez bien, au coup de cœur de Nadia Lazouni. Le coup de cœur, c'est quelqu'un que tu as rencontré le week-end dernier, que tu souhaites nous présenter. Jingle. Exactement. France Maghreb 2. Le coup de cœur. Et on va parler bijoux, mesdames. Exactement, on va parler bijoux. C'est une créatrice que j'ai rencontrée samedi dernier dans un showroom à rue Fontane-au-Roi, et elle exposait sa très belle collection. Le nom de la boutique, c'est Maharaniz. M-A-H-A-R-A-N 2 Z. Donc c'est des bijoux artisanaux, hein, et elle s'inspire finalement d'influences orientales. On y trouve beaucoup de motifs, de couleurs d'Inde, mais aussi donc des pays arabes.
Voilà, moi c'est mon gros coup de cœur, c'est joli. J'y retourne bientôt pour aller acheter ma jolie parure. Et vous pouvez bien sûr. Pourquoi tu veux te marier? Non, d'accord. Je pensais qu'on s'achetait des parures quand on veut se marier, moi. C'est ça, quand on veut se faire plaisir. Ah oui, d'accord. Donc je vous rappelle le site Maharaniz, MAHARAN2EZ. .com, c'est une très belle collection. Vous trouvez aussi la page à ce nom. Les bijoux y sont exposés et la créatrice a ici énormément de goût. Elle pourra vous conseiller pour associer vos bijoux à vos vêtements. Voilà. Et elle pourra venir ici nous les présenter. Oui, elle va venir nous les présenter. C'est une femme très intéressante, très inspirante. Voilà, belle rencontre. Oui, d'accord. Bah tu peux lui dire aussi qu'on est en recherche de cadeaux, ça peut. Bien tomber. Tout se négocie. Tout se négocie, voilà. Est-ce qu'on peut faire un autre petit coup de cœur? Bien sûr, vas-y, je t'en prie. Bah alors, parce que comme je vais parler de Farid Benlaga, hein, que l'on connaît, notre cher Farid, qui est un ami et qui a aussi assuré une très belle chronique il y a un mois, je crois, qui produit le festival d'humour à Alger. Ça s'appelle Alger Mon Humour. Et il produit donc Nawel Madani en janvier, donc vous pourrez voir en avant-première Farid qui fait partie de l'équipe LGF. Exactement. Donc le film de Nawel Madani, il y aura aussi son spectacle, donc c'est une première, Alger Mon Humour. Vous pourrez trouver toutes les informations, acheter votre billet en ligne pour le site. Je demande, j'imagine c'est de Alger Mon Humour, je crois que c'est ça. Pardon Farid, mais il nous en parlera à l'occasion quand il passera à la radio. C'est quand? En janvier, j'ai pas les dates là, mais vous trouverez les informations. Si vous partez à Alger là-bas en janvier, voilà l'occasion de passer, faire un petit tour là-bas et d'aller apprécier donc Nawel Madani. Alger Mon Humour. Alger Mon Humour, il y aura plein de. En fait, il veut faire comme. Il y aura d'autres artistes. Oui, nous l'avait dit la dernière fois à la radio, c'est un peu comme le Marrakech du rire version algérienne. C'est ça. Bon, ça promet. Oui. Hein, on a beaucoup d'humour aussi en Algérie et on rigole. Voilà. Sans être ironique, hein. Bien évidemment. Bien évidemment. Les Algériens sont très marrants. Ouais. Hein, et ils sont pas les derniers à pas vouloir rigoler, justement. Au contraire, ils sont les premiers à vouloir rigoler, les Algériens. Et on s'amuse bien, d'ailleurs, on passe de belles soirées autour d'un bon thé à la menthe. Allez, dans un instant, Libertad, messieurs, dames, 01 40 33 9000, votre espace de liberté qui existe nulle part ailleurs, forcément. De toute façon, un petit peu comme ce qui se fait d'ailleurs dans l'ensemble de cette émission. Pas la peine d'aller chercher ailleurs, vous l'avez pas. Donc, l'original ici, c'est France Maghreb 2, méfiez-vous des imitations. L'authenticité au rendez-vous garantie de 16h à 18h, du lundi au vendredi, à l'écoute du LGF. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum avec Nadia Lazouni sur France Maghreb 2 en ce jeudi 21 décembre avec notre petit espace de liberté supplémentaire que l'on aime beaucoup, Libertad. Parfois on aime bien, parfois on aime moins bien, ça dépend un petit peu de qui appelle. Qui vous êtes, je ne sais pas. Ce que vous allez nous dire, je n'en sais absolument rien. Et on va aussi le découvrir maintenant en nous appelant 01 40 33 9000. Vous avez le loisir, la liberté, la jouissance même de nous appeler pour nous donner un petit peu votre avis, votre sentiment, nous faire partager pourquoi pas aussi un événement qui se passe près de chez vous, nous dire ce que vous voulez, passer simplement un bonjour à votre petite chérie. 01 40 33 9000, cet espace est le vôtre. Allô, bonsoir, France Maghreb 2, bonsoir. Ah bah voilà, notre petit chat préféré, il vient nous rendre une petite visite de temps en temps pour faire son petit miaou. Voilà, c'est aussi ça la liberté, voilà. Hein, c'est aussi ça. 01 40 33 9000, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom, cher monsieur? Ahmed. Ahmed, il nous appelle d'où, Ahmed? Lévry, c'est celui de tout à l'heure. Oui, qu'est-ce qui se passe, Ahmed? Moi c'était juste pour dire que oui, alors c'était juste pour dire que ce que Trump a signé, j'espère que en fait il a signé le début de la fin d'Israël. Donc j'espère et je le souhaite de tout cœur en tout cas. Ahmed, c'est ton avis. À bientôt, Ahmed. Du côté de Ivry, début de la fin, pas sûr. Hein. Mais bon, peut-être aussi pour sensibiliser. Moi, j'ai envie plutôt d'axer ta réflexion sur peut-être la mobilisation des pays musulmans qui pourraient peut-être en profiter pour parler d'une seule voix. Je sais que c'est un peu ça paraît un peu utopique, mais bon, pourquoi pas. Voilà. 01 40 33 9000 pour nous appeler. Qui est là? Allô? Oui, bonsoir Christophe, c'est Mohamed de Montreuil. Salut Mohamed de Montreuil, qu'est-ce qui se passe Mohamed? Ça va, c'est lui qui kiffe ta voix. Ah bah c'est gentil, merci. C'est vrai qu'il a une belle voix. Voilà. Je voulais juste rebondir par rapport au hold-up que votre collègue avait cité tout à l'heure, le hold-up de monsieur... Édouard Philippe, Louis XIV. Édouard Philippe, ouais, bon enfin, le hold-up il est bien avant...
dans le gouvernement de Sarkozy, avec les Guillons, le Hortefeuille, toute la panoplie. Fillon qui est rentré chez lui en hélicoptère. Sur la Libye. Ouais. Alors que ce genre de choses, c'est vraiment courant, les déplacements. Et ça m'étonne pas, quoi. Enfin, on va dire, comme si nous, on dit une personne âgée a attrapé un voleur, quoi. Mais bon, ceci ne m'étonne pas, vu que la Libye, elle est spoliée, elle est volée. Voilà, bon, bah écoutez, sur un hold-up, je trouve pas. Mais bon, je partage votre avis et je vous remercie beaucoup. Bonne soirée, Christophe. Merci Mohamed de Montreuil, à bientôt. Ciao, ciao. Ciao. 01 40 33 9000. Là, vous continuez évidemment à nous appeler avec Nadia Lazouni qui est avec nous aujourd'hui pour nous donner votre avis en toute liberté sur France Maghreb 2. Bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Sofiane de Paris. Bonsoir Sofiane, comment ça va? Bon, ça va très bien. Ouais, je vous appelle juste pour vous dire que j'aime bien votre émission. Ah bah c'est super gentil Sofiane, merci beaucoup. Des fois Christophe c'était un petit peu sec, mais bon, c'est quand même bien. C'est vrai, je m'arrange pas avec l'âge. Il paraît qu'on s'arrange avec la maturité, l'âge, tout ça. Je connais pas ton âge, donc je veux pas être... Bon, je le cache pas, j'en ai 40, hein, voilà, donc c'est l'âge de la maturité, paraît-il. Ouais, je suis d'accord. Bon, bah t'es très mature alors. À skip, comme disent les jeunes. Ouais, c'est ça. Merci en tout cas, merci à toi. Pas de problème. Ciao. Bonne soirée. 01 40 33 9000 sur France Maghreb 2. C'est vrai que moi je suis de ceux qui essaient d'être ce que je suis dans la vie à la radio. Il y a beaucoup de gens qui essaient de se créer une image, un personnage lorsqu'ils prennent le micro. Moi je suis vraiment comme je suis dans la vie, quoi. Donc quand il y a des choses qui m'énervent, je le fais savoir. Je confirme. 100% voilà. Authentique, Christophe. France Maghreb 2, bonsoir. Maintenant voici la poule. Aïe. Elle va pondre des œufs. Bon, eh ben ça promet. 01 40 33 9000. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont pas grand chose à faire, on va dire. 01 40 33 9000. Non mais c'est ça aussi, c'est le prix à payer, je veux dire. Voilà, tranquille, on peut avoir des bons trucs, comme de temps en temps on peut avoir des gens qui ont envie de s'éclater, c'est juste s'écouter à la radio. France Maghreb 2, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe. Bonsoir, quel est votre prénom? Bonsoir Nadia. Bonsoir. Je vous appelais, je voulais vous dire que oui, c'est vrai, par rapport à Nadia, ce qu'elle disait, j'ai pensé depuis quelque temps, depuis qu'il y a eu le monsieur Trump qui veut oui. Qui veut voilà, comme vous savez l'actualité, c'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup la communauté juive, quoi, la diaspora juive, on les entend souvent pour les mauvaises choses, comme monsieur Zemmour ou monsieur Finkielkraut et monsieur, les pseudo-philosophes. Mais donc voilà, c'est vrai qu'on les entend pas, quand il s'agit, je sais pas, on dirait qu'ils ont peur d'être en désaccord. À l'exception de l'Union juive pour la paix. Exactement. Qui font un excellent travail, une honnêteté intellectuelle qui a salué. Voilà. Mais dans l'actualité, que ce soit dans la presse, personne. Maintenant, on donne toujours le micro à ces mêmes gens, et les gens que tu viens de citer ne sont vraiment pas représentatifs et références donc de la communauté juive, et heureusement d'ailleurs. Heureusement pour eux. Merci en tout cas de ton appel. Merci, puis bonne fête à Nadia, et puis à vous Christophe. Merci beaucoup. Bonne fête également. Merci, au revoir. Merci. À bientôt. 01 40 33 9000. Ça c'était la sœur de Nadia qui nous appelait. Après la cousine, voici la sœur. C'est toute la famille, hein. France Maghreb 2, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, quel est votre... Oui, vous passez à la radio, je te le confirme. Ton prénom? Sofiane de Paris. Sofiane de Paris, qu'est-ce qui se passe, Sofiane? Alors, j'appelais j'ai pas pu appeler plus tôt parce que je suis en voiture, par rapport à l'avis tranché de Nadia concernant le Premier ministre. Oui. Moi, je suis pas spécialement d'accord avec son on l'a trouvé. Allez-y, exprimez-vous. Choquant les 380 000 balles. 350 000, c'est déjà pas mal. Tu trouves pas ça? Ça t'a pas choqué? Pourquoi? Et pourquoi? Oui, voilà, c'est ça qui est intéressant. Parce que je pense que la fonction de Premier ministre est une fonction qui justifie certaines sécurités et certains aspects par rapport au bon fonctionnement du pays, et essayer de rapatrier cette personne dans la manière la plus sécurisante possible, pour moi c'est pas choquant. Dans un avion militaire, il n'y a rien de plus sécurisé. Il n'y avait pas de question de sécurité, il était question de apparemment gagner du temps et avoir un meilleur confort. Voilà. C'était les arguments avancés selon Matignon, propos de Matignon. Mais à la base, c'était un avion militaire qui certes n'était pas très confortable, mais il n'y a rien de plus sécurisé que dans un avion militaire, je veux dire, il n'y a pas de problème. Oui, non, si c'était militaire, non, mais c'était simplement sur ça, et aussi là, non, ça révèle. Excusez-moi, il y a juste le GPS en même temps, mais. Ah oui.
ça révèle simplement peut-être un manque de planification de l'Élysée. Là, ok. Ouais. De Matignon plutôt, oui. Ouais, de Matignon. Ouais. Merci Sofiane, et bonne route. Merci à vous. Et suis bien le GPS, hein. Parfois il nous fait faire des conneries de GPS, hein. C'est... Ouais, c'est clair. Tu confirmes? Bon, oui. Merci beaucoup Sofiane, à bientôt. Et bien voilà, ainsi se termine cette émission pour ce jeudi soir, ma chère Nadia. Mais oui. On te revoit vite? Oui, j'espère. Alors la semaine prochaine, ça me semble un peu compliqué. Très occupé. Quoique possible mercredi, on en reparle. Hein. C'est bizarre que tu choisisses le mercredi, hein. C'est le jour où on boit le thé. Ah oui, Nadir. Avec Nadir, bah oui. Il y a les petits gâteaux aussi. Ah, les petits gâteaux, ouais. Mais oui, mais c'est le jour des enfants, et bien c'est le jour des enfants aussi pour nous. Je profite des petits avantages offerts par la radio, le thé, et les gâteaux. Tu as raison. Nadia Lazouni Show. Oui. Sur Facebook, sur Twitter. C'est ça. Sur YouTube. Exactement. Sur la chaîne Speak Up Channel, on se retrouve. Et on va diffuser une prochaine émission, un petit bonus de fin d'année, début d'année, un truc un peu. C'est quoi la prochaine, Nadia? Alors. Non, je laisse le teaser. Non, bon, c'est quoi le sujet? On va parler de quoi? De nostalgie. Voilà, nostalgie. De nostalgie. Alors écouter des chansons de Johnny ou nostalgie j'en dis pas plus. Je vous ai dit, on va pouvoir. Voilà. D'accord. Voilà, Okay. parler de nostalgie. Je perds mes mots, Christophe. Je t'en prie. Bon, heureusement que c'est la fin. Ouais. Nadia, merci beaucoup. Merci à toi, Christophe. Retour demain pour le l'accueil. LGF, bien sûr, demain entre 16h et 18h avec Tarek Mami. Et lundi, je vous signale qu'il y aura un best-of parce que lundi, nous aussi, on va en week-end prolongé, j'ai envie de dire. Mais on reste avec vous en tout cas tout au long de ces vacances, donc tous les jours de la semaine sur France Maghreb 2, tous les jours à la même heure, de 16h à 18h. Dans un instant, la suite des programmes sur votre radio. Il est exactement à Paris. Et comme partout ailleurs en France, j'ai envie de vous dire 18h. Bon début de soirée à vous. Voici le rappel de l'actualité de ce jeudi soir. C'est avec Marine Garel pour le Flash. Bonsoir Marine. Bonsoir à tous. Lactalis rappelle 720 lots supplémentaires, des laits destinés aux bébés mais également aux jeunes enfants. Sont également en cause des préparations à base de céréales. Tout a été fabriqué ou conditionné dans l'usine de Crans, c'est en Mayenne. Selon les responsables du site, une contamination dispersée s'est installée après les travaux. Des mesures de chômage technique vont toucher 350 employés du site. Un numéro vert est à votre disposition, c'est le 0800 120 120. Que s'est-il passé dimanche à Viry-Châtillon en Essonne? La famille d'un jeune a annoncé qu'elle avait l'intention de déposer plainte auprès de la police des polices après la publication d'une vidéo montrant une voiture de policiers de la BAC renverser un jeune homme qui sortait de son véhicule accidenté à l'issue d'une course-poursuite. Des témoins assurent qu'il a aussi été tasé avant d'être menotté. Le projet de réduire la vitesse maximale à 80 km/h sur certaines routes secondaires se précise. La sécurité routière a envoyé au préfet une note détaillant les arguments en faveur de cette mesure. Le texte assure qu'il serait possible de sauver entre 200 et 400 vies par an selon le nombre de voies concernées. Après des mois de débats parfois houleux, le Premier ministre Édouard Philippe présente cet après-midi les réformes issues des États généraux de l'alimentation. L'objectif est de trouver le juste prix. Par ailleurs, ce matin, les députés ont définitivement adopté le budget 2018 du gouvernement. Il vise à ancrer le déficit public sous les 3% du PIB. 29 personnes ont été tuées lors d'un incendie d'un immeuble de 8 étages en Corée du Sud aujourd'hui. Sport, le PSG termine l'année avec 9 points d'avance sur ses poursuivants grâce à sa victoire hier soir 3-1 face à Caen. Monaco et Lyon complètent le podium provisoire. En bas du tableau, Lille, Angers et Metz, reprise du championnat le 12 janvier prochain. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement.